Mesdames, Messieurs, bonjour. Cher Jacques Huinotte qui nous regarde en direct, bonjour également. Depuis l'année dernière, nos plateaux TV Silmo by Acuité s'attachent à vous éclairer sur les grands enjeux de la profession. Et ce matin, nous allons donner la parole à ceux qui sont au cœur de ces enjeux et qui négocient pour vous l'avenir de votre profession. Les dirigeants de 5 syndicats d'opticiens sont avec nous pour nous faire part de leur programme sur 3 thématiques qui secouent le secteur, les complémentaires santé, Internet et l'augmentation du nombre de diplômés. Avec moi, Philippe Verpletz, président de l'AOF, l'Association des optométristes de France. Alain Gerbel, président de l'AFNOF, Fédération nationale des opticiens de France. Jean-François Marinacci, président du SNO, le syndicat national des optométristes. Alors, par ordre alphabétique, nous aurions dû recevoir le SINOM, le syndicat national des centres d'optique mutualistes, mais qui a décliné notre invitation. Avec nous aussi Christian Roméas, président du SINOP, le syndicat des opticiens sous enseigne, et Henri-Pierre Saulnier, président de l'UDO, l'Union des opticiens. Alors avant d'écouter les programmes de chacun, nous avons voulu entendre 2 opticiens qui militent à titre individuel pour l'unité. Ghislain Duroy, qui est opticien à Alençon, et Philippe Théandier, opticien à Nantes. Philippe Théandier, au moment de l'appel d'offres Calivia, vous avez lancé une lettre ouverte à vos confrères. Votre message était ? Oui, alors mon message était l'union, parce que je partais d'un constat en observant notre profession, c'est il y a 2 pans dans notre profession. Il y a la partie, le cœur du métier, que nous sommes en train de perdre, et puis la partie commerciale, propre à toutes les professions commerciales. Ce qu'il faut qu'on garde vraiment, c'est ce cœur de métier. Aujourd'hui, notre désunion fait que dans le domaine de l'examen de vue, par exemple, en 30 ans, nous avons fait un pas, alors que les orthoptistes en ont fait 10. Pour ce qui est de la liberté de conseiller, aujourd'hui, c'est carrément un recul. On nous dicte notre profession. Les complémentaires santé nous disent ce qu'on doit faire aujourd'hui. Donc, partant de ce constat, il me semblait, et il me semble toujours, que la solution, c'est l'union. L'union autour justement de ce cœur du métier qu'il faut définir. Pour moi, ce qui est important, et si c'était possible de le faire le plus vite possible, c'est de définir ce cœur commun à tous et effectivement laisser une liberté sur tout l'aspect commercial. Donc cette union, le moyen de l'obtenir, j'en vois pas beaucoup. Parce que soit on a à notre tête un bureau qui représente toutes les tendances, seulement je crois qu'on sera dans la même situation qu'aujourd'hui. L'autre solution serait de faire une élection à un suffrage universel. C'est moi ce que je trouve le plus évident, sensé, dans la mesure où, lors d'un suffrage de ce type, il y a forcément un débat. Et s'il y a un débat, l'intérêt c'est que ça remobilise une profession qui aujourd'hui est complètement démobilisée. On n'a plus beaucoup d'enfants d'opticiens qui veulent reprendre la suite de leurs parents. On se rend compte que les opticiens font ce métier avec beaucoup moins de passion qu'autrefois. Donc, ils délèguent beaucoup maintenant à leurs enseignes, ou tout au moins ils ne comprennent pas toujours ce que veulent leurs dirigeants. Et je crois très important donc de lancer ce débat. Et ensuite, d'avoir une élection qui détermine un président national qui nous représente, qui nous donne une force face à nos adversaires, entre guillemets, que sont les orthoptistes, que sont les ophtalmologistes aussi, il faut le dire, et puis les complémentaires santé, le ministère de la Santé, etc., pour aller négocier au nom de la profession. Exactement. Dans toutes les instances. Merci Philippe. Ghislain Duroy, vous, votre solution pour créer l'unité, c'est un ordre des opticiens et vous y travaillez. Où en êtes-vous de ce projet ? Alors, en effet, l'ordre des opticiens avance. Nous avons décidé avant de mettre en place un collège. Nous ne voulons pas, dans cette idée d'union de la profession, nous ne voulons pas imposer. Nous avons décidé d'aller directement vers la base, vers les opticiens, vers leur métier, vers leur passion du travail. Nous avons décidé de leur demander ce qu'ils pensaient ne pas aller et comment ils voyaient leur évolution. Nous avons constaté que 2 domaines seront à modifier, aussi bien la formation que
une unité qui pourrait réglementer un code de déontologie, par exemple, qui pourrait réglementer les grandes lignes de la profession. Nous avons donc mis en place un collège d'éthique professionnelle. Plusieurs équipes de travail ont travaillé cet été sur la formation, sur le code de déontologie, sur les statuts, et dans les jours qui viennent, les statuts seront déposés, le bureau sera défini et nous avançons très très bien dans ce sens. Nous avons envie vraiment de défendre l'opticien en profondeur. Nous souhaitons pas faire un combat syndical. Ça ne nous intéresse pas. Nous souhaitons conserver longuement notre passion. Et les différences par rapport à un syndicat dans votre projet ? Nous ne souhaitons pas nous occuper de la partie commerciale. Nous avons envie que l'opticien soit libre de son choix et qu'il n'y ait pas une mutuelle qui lui impose de vendre et de baisser sa qualité. On a vraiment envie que l'opticien soit libre de son choix en respectant une conduite. Juste cela. Merci Ghislain. Philippe Verpletz, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur les interventions de nos deux opticiens ? Oula, bon, tout d'abord, merci de m'avoir accueilli une nouvelle fois. L'élection au suffrage universel me semble quelque chose d'intéressant, c'est réfléchir. Bon, je crois plus que c'est un vœu pieux qu'autre chose, parce que est-ce que les opticiens sont prêts à se prendre par la main pour voter pour un représentant ? Quand on voit le nombre d'opticiens aujourd'hui sur le marché français qui sont syndiqués ou qui s'engagent dans une action professionnelle pour défendre la profession, je crains que cette proposition tombe à l'eau, hélas. Quant à la proposition de Ghislain Duroy d'organiser une unité de la profession, c'est une thèse que je défends depuis plus de 10 ans maintenant, puisque dès ma prise de fonction à l'AOF, j'ai contacté l'ensemble des partenaires de la filière santé, l'ensemble des syndicats d'opticiens, l'ensemble des syndicats d'orthoptistes, et j'ai demandé partout qu'il y ait au moins, comme je le disais hier, qu'il y ait au moins un débat, qu'il y ait au moins une discussion, et que les professionnels se rapprochent pour construire quelque chose de cohérent. Des commentaires, messieurs, sur les interventions de Ghislain et de Philippe ? Monsieur Roméas ? Oui, je vais essayer. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'ai entendu beaucoup de gens qui veulent défendre notre métier. C'est déjà, je crois, le signe positif. Je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience. Voilà. Je pense qu'on a tous, sous des angles certainement différents, mais on a tous la volonté de défendre notre profession, ce qui me semble déjà être un signe extrêmement positif. Ceci étant, j'ai beaucoup entendu opposition entre le cœur du métier et le commerce. J'ai senti une connotation un peu négative dans le mot commerce ou commercial. Ce qui, moi, me gêne un petit peu, parce que si nous sommes une profession de santé, n'oubliez pas que toutes nos entreprises sont quand même inscrites au registre du commerce. Et qu'on est quand même obligé de défendre l'aspect commercial. Sur l'aspect unitaire, alors l'élection au suffrage universel, ça c'est le truc absolument merveilleux. Nicolas Sarkozy a été élu au suffrage universel et je ferai pas de commentaires supplémentaires. Je crois que c'est pas parce qu'on a un personnage uni au suffrage universel qu'il y a toute la population qui est derrière lui. Donc je ferai pas d'autres commentaires à ce niveau-là. L'unité syndicale, moi il y a des choses qui m'ont choqué dans ce débat qui traîne depuis quelque temps. J'ai lu dans une de vos revues professionnelles une opticienne s'exprimant en prônant le syndicat unique et en trouvant que les opticiens étaient beaucoup moins intelligents que les médecins ou les chirurgiens dentistes. Alors j'ai trouvé déjà que c'était assez insultant pour les opticiens. Et puis je me suis amusé à aller faire un tour sur Internet et j'ai tapé syndicat des médecins, syndicat des chirurgiens dentistes, syndicat des pharmaciens et je me suis aperçu que là non plus c'était pas du tout l'unité. Donc je crois qu'on défend tous des axes différents, que c'est très bien comme ça. Et que par contre, sur beaucoup de sujets, on peut trouver une forme d'unité. Alors c'est une confédération, c'est pas une confédération, c'est ponctuel, j'en sais rien. En 2007, on l'a trouvé cette unité et on a avancé. On a tous plus ou moins participé aux négociations de cette future convention CNAM qui ne sert jamais. Là aussi, on l'a trouvé cette unité. Donc il faut arrêter de rêver qu'il y a un sauveur qui va venir défendre la profession et comme Jeanne d'Arc porter son drapeau. Un dernier commentaire sur les initiatives L'unité syndicale,
ça risque d'être assez compliqué. Il faudrait qu'on ait tous la même approche du métier et les mêmes projets de développement du métier. Mais par contre, travailler entre plusieurs syndicats, faire des fédérations ou des confédérations pour travailler sur des sujets communs, pourquoi pas? Ça, il y a aucun souci. Moi, je dirais que ce sujet relève de la plus grande confusion, car confusion entre un ordre et un syndicat tout d'abord, alors que leurs fonctions sont tout à fait différentes. Et l'union, puisque vous me donnez peu de temps pour m'exprimer, on nous rabat régulièrement les oreilles avec l'union, en oubliant tout simplement que ce n'est pas un but en soi. L'union. Mais c'est un moyen efficace pour pouvoir défendre des objectifs partagés. Et si ces objectifs sont partagés, il faut les établir préalablement. Et je crois qu'aujourd'hui, ni les uns ni les autres avons cette correspondance. Monsieur Gerbel ? Moi, je crois qu'effectivement, comme l'a dit Christian Roméas, il faut respecter les différences des uns et des autres. Il y a 4 formes de distribution dans la profession. Il est normal qu'il y ait 4 représentants. Après, les 4 formes étant le succursalisme, l'opticien hors ou sous enseigne et l'opticien mutualiste. Il y aura peut-être à l'avenir un autre clivage. Peut-être que le clivage se fera entre opticien sous réseau et opticien hors réseau. Mais c'est des formes de distribution qui correspondent à des formes de commerce, à des formes d'activité, à des manières de penser. Après, le problème, comme l'a dit Christian, sur les grands dossiers qu'on se retrouve, qu'on discute, oui, en 2007, nous avons tous les deux eu une grande part de responsabilité, pas la totalité de la responsabilité, mais une grande part de responsabilité. Au niveau de la convention CNAM, c'est la fédération qui a poussé la convention et qui l'a mise en place. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord et tout le monde veut travailler dans cette configuration et tout le monde a accepté en 2007-2008 de venir travailler à la CNAM avec nous, à nos côtés, et tous les syndicats étaient représentés. C'est vrai qu'on peut faire comme ça, sur certains dossiers, on peut mettre en place une union. Après, sur le Conseil de l'Ordre, moi je dirais à mon jeune confrère, faites ce que vous avez à faire. Si vous voulez un Conseil de l'Ordre, faites-le. Lancez-vous et vous verrez la difficulté de rassembler, d'unir, de parler, de discuter, de structurer. Et mon jeune ami, si vous avez besoin d'un coup de pouce, je viendrai vous aider. Si c'est pour fliquer la profession, je ne suis pas d'accord. Si maintenant c'est pour avoir une position supra et essayer d'insuffler une certaine déontologie, une certaine manière d'exercer, je suis d'accord pour que vous réfléchissiez à la chose. Alors, mais la meilleure des façons, Ghislain, de réfléchir à la chose, c'est de venir voir vos confrères, vos anciens, et d'en discuter. Alors, je serais un très mauvais flic. On n'a pas l'intention de faire une police, on n'a pas l'intention de faire une milice Non, c'est une conscience qu'on cherche. C'est une conscience professionnelle, une conscience universelle. Voilà, c'est quelque chose qui est propre à tout le monde. Nous sommes tous opticiens, lunetiers. Ça doit être quelque chose qui doit être commun. Merci voilà. Ghislain. Merci Ghislain. On va peut-être rentrer maintenant dans les différents programmes des syndicats. On va voir si effectivement une communauté de vue est possible, au moins sur les grands dossiers qui secouent le secteur, comme je l'ai dit en début d'émission. Monsieur Saulnier, on va commencer par les complémentaires santé et plus précisément les réseaux. Quel est le programme de l'UDO sur ce point ? Notre politique sur les complémentaires est très claire, constante et affichée. Nous considérons que les complémentaires ne peuvent plus être considérées et tenues à l'écart de la filière visuelle, puisqu'elles sont les principales contributrices et elles assurent environ 50% des dépenses optiques. L'exemple, entre autres, à la table des négociations de la CNAM, que nous sommes les seuls à avoir soutenu et qui, devant le refus de certains, a été imposé par la loi est significatif. Je vous mentirai en disant que ce partenariat est simple. Nous avons en effet un gros retard à rattraper, car nous payons aujourd'hui une perte de confiance dans notre profession. Les excès du passé, lorsque les complémentaires étaient payeurs aveugles, et certains confrères que je pense minoritaires en ont abusé.
Maintenant, le phénomène habituel du balancier, que nous subissons parfois les excédés complémentaires, comme réduire la technique à une grille tarifaire, mais nous nous inscrivons dans une démarche à long terme. Et pour regagner la confiance, il faut trouver des points équilibre gagnant-gagnant. Il faut aujourd'hui se rapprocher et trouver ces points d'équilibre plutôt que d'entrer en affrontement dont nous ne sortirions pas vainqueurs. Merci Monsieur Saulnier. Monsieur Roméas, la position du SINOP sur cette question des complémentaires santé et des réseaux. Je crois que la position du SINOP est assez claire aussi. Nous considérons qu'aujourd'hui, les complémentaires santé sont quand même les financeurs de la profession. C'est pas nous qui avons voulu que ça soit fait comme ça, mais la profession s'est ruée dans un principe de tiers payant il y a une dizaine d'années maintenant. Il y a trouvé son intérêt. Donc il est difficile à un moment donné d'attendre un service parce que c'est bénéfique pour le magasin, et puis 10 ans plus tard de se dire finalement on n'aurait peut-être pas dû, on veut plus en entendre parler. Donc nous estimons que les complémentaires santé sont aujourd'hui incontournables. On a tous des positions au niveau syndical, mais j'ai quand même l'impression que la moitié des opticiens français ne sont pas syndiqués, et quand une complémentaire quelle qu'elle soit fait un appel d'offres, tout le monde se rue là-dedans. Donc nous avons une position très pragmatique en nous disant faut être réaliste. Dire par exemple demain, je sais pas, la position extrême, c'est nous ne ferons plus de tiers payants. C'est très bien, mais quand les clients rentrent dans les magasins et le demandent, c'est pas tenable, c'est pas gérable. Donc nous estimons qu'il faut travailler avec les complémentaires santé, qu'il faut essayer de passer un accord gagnant-gagnant avec eux. Il y a quand même, la profession est beaucoup agitée par 2 ou 3 dossiers, mais il y a une multitude de complémentaires santé avec lesquels ça se passe très bien et tout le monde en est très content, et je ne citerai personne. Donc nous sommes plutôt favorables à un dialogue, mais nous mettons un certain nombre de limites. Nous estimons qu'il y a des limites à ne pas dépasser de la part des complémentaires santé. C'est la raison pour laquelle je crois qu'à ce jour, nous sommes la seule organisation à avoir été jusqu'à la procédure devant le Conseil de la concurrence, devant l'autorité de la concurrence. C'est vrai que ça change de nom. À propos de Calivia, c'est ça ? À propos de Calivia, parce que nous estimions que certaines limites avaient été franchies. Voilà. Merci Monsieur Roméas. À vous, Monsieur Marinacci, l'avis du SNO sur cette question des réseaux fermés. En fait, concernant les complémentaires santé, c'est devenu un acteur qui est totalement incontournable dans le milieu de l'optique. Oui, je pense que là, il y a vraiment un consensus là-dessus. Ça, il y a un consensus là-dessus. C'est les principaux payeurs, donc on peut pas passer outre les complémentaires santé. Alors ensuite, il faut pas qu'il y ait certaines dérives comme on s'est rendu compte dernièrement sur une certaine complémentaire santé. Sur Calivia, oui, ça a vraiment cristallisé. Je parlais d'une autre qui a été condamnée dernièrement et qui a été recondamnée. Voilà, je voulais pas le citer, mais bon, c'est un MGN. Nous en avons parlé hier sur notre plateau. Tout à fait. En fait, le principe du tiers payant, il est incontournable. Maintenant, le fait de différencier les remboursements en fonction du professionnel de santé, c'est totalement inacceptable. Ça, c'est clair. Donc, des petites réserves concernant leur manière de faire. Maintenant, les réseaux santé, comme je disais, sont totalement incontournables, donc il va falloir continuer à travailler avec eux. Moi, j'ai commencé, concernant l'optométrie, à travailler avec certaines complémentaires santé, ça se passe très bien. Et voilà, donc c'est devenu vraiment, comme je le disais, incontournable. Voilà. Monsieur Gerbel, quel est le programme de la FNOF concernant les complémentaires santé ? C'est un vaste programme, Anne-Sophie. En ce qui me concerne, ce qui concerne notre fédération, considérons que si la complémentaire paye, c'est parce qu'elle perçoit des cotisations. Donc que la personne qui paye, en réalité, c'est la métrope, c'est le client. Et moi, mon client, c'est lui. Et la personne dont je veux m'occuper, c'est de cette amétrope. Je considère que, et du reste l'autorité de la concurrence m'a donné raison, je considère que l'assureur, je n'ai pas de lien avec lui. C'est quelqu'un qui, en contrepartie, verse des prestations pour que son client, son adhérent, puisse acheter des biens de santé et se soigner. Cet assureur, je ne suis pas rentré, moi, dans la relation commerciale entre l'assuré et l'assureur. On me demande par la suite certaines choses pour
faire respecter un contrat, améliorer un contrat et en réalité améliorer la marge opérationnelle de l'assureur. Je n'ai pas à rentrer là-dedans. Pour moi, je ne vois pas ce que je fais là. Quand je fais du tiers payant, je rends un service à ma clientèle, un service gratuit, personne ne me paye pour gérer ce dossier. La moindre des choses, c'est que l'assureur pour lequel je vais faire ça ait au moins la décence de ne pas m'embêter dans mes pratiques et de me payer normalement. 35 jours de délai de paiement d'après le DI optique en moyenne. Donc tout ça fait qu'effectivement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes petits copains. Je considère que les opticiens doivent apporter une réponse en direction de la métropole, qu'on doit se battre pour équiper nos clients et non pas pour faire plaisir à tel ou tel opérateur qui décide de mettre en place tel ou tel réseau parce qu'ils sont dans un système hyper concurrentiel, parce qu'aujourd'hui, il faut prendre des parts de marché. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas ma problématique à moi. Dernière intervention sur ce thème, celle de l'AOF, Philippe. Alors, au niveau de l'AOF, la position est très simple. Nous avons toujours prôné la liberté de nos adhérents. Autrement dit, chaque situation d'un professionnel dans telle commune, dans telle grande ville ou tel petit milieu rural, les conditions de concurrence sont différentes. Donc, nous n'avons jamais conseillé à nos adhérents de faire partie d'un réseau ouvert ou fermé. Nous n'avons jamais donné de conseils. Nous pensons que les opticiens aujourd'hui sont des gens adultes et responsables et que nous n'avons pas de conseils à leur donner. Maintenant, il faut regarder les choses avec un petit peu de pragmatisme. Il est certain que aujourd'hui, il y a des grandes négociations avec la CNAM qui prend en charge à peu près 5% des dépenses optiques en France. Or, nous savons que les complémentaires santé, dans leur globalité, mutuelles, assurances, etc., prennent de l'ordre de 50%. Donc, il est incohérent, c'est jouer la politique de l'autruche, de dire non, on refuse le dialogue avec le complémentaire santé. Ce sont des partenaires, même si c'est vrai, ils ont leur métier, nous avons le nôtre, mais je pense qu'on a beaucoup plus à construire en étant en conversation avec eux, en étant en dialogue avec eux et essayer d'améliorer les choses gagnant-gagnant comme ça a été dit précédemment. Donc je pense que là-dessus la OF a une position claire qui a toujours été la même depuis plus de 10 ans. Le principe du tiers payant, chacun est adulte et choisit s'il veut le faire, s'il veut pas le faire, s'il veut rentrer dans un réseau ou pas. Bon, bien entendu, le principe des réseaux fermés sur des critères uniquement financiers nous semble inacceptable. Il a été cité tout à l'heure certaines complémentaires qui différenciaient le remboursement, ça c'est inacceptable. Sauf sur un point, sur le service rendu. Et c'est le reproche que je fais aujourd'hui au niveau des complémentaires, c'est que le seul critère retenu est le critère de prix. C'est ce que nous évoquions hier. Il y a différents niveaux de formation au niveau des opticiens et il existe 2 groupes de complémentaires centrés dont je tairai le nom qui donnent une meilleure prise en charge à partir du moment où le professionnel a certaines compétences, je pense au niveau des examens visuels par exemple, à un certain niveau de compétences et à un certain niveau d'outillage. C'est-à-dire qu'il a une salle d'examen équipée, etc. La prise en charge est légèrement meilleure, insuffisamment à mon goût, mais il y a une réflexion qui se fait auprès de ces 2 groupes qui va vers le qualitatif et non plus vers uniquement le critère de prix. Merci Philippe. Donc on voit effectivement qu'il y a un semblant d'unité qui commence à émerger, en tout cas au niveau de cette question des complémentaires santé. Je continue avec vous Philippe, à propos de la vente sur Internet qui occupe aussi beaucoup les esprits des opticiens, puisqu'on voit se développer les pure players, mais aussi d'autres initiatives qui intègrent l'opticien dans la boucle d'achat de l'internaute. Est-ce que l'AOF a une opinion particulière sur ce thème ? Bien évidemment. Nous avons toujours, depuis 30 ans, bientôt 40 ans d'existence, nous avons toujours défendu la qualité. Bon, la qualité, c'est pas la qualité uniquement du produit. Je me tourne vers Ghislain, qui est meilleur ouvrier de France. Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai que nous sommes inscrits à la Chambre de commerce, mais nous pouvons aussi être inscrits à la Chambre des métiers. Nous sommes aussi des artisans. Nous sommes des professionnels de santé, des commerçants et aussi des artisans. Donc, il est certain que le produit fini doit correspondre à certains critères esthétiques, de qualité, mais il y a un élément essentiel, c'est que chaque personne est différente. La posture d'un individu va impliquer un ajustage de telle ou telle sorte. Comment voulez-vous faire un produit, un travail de qualité sur Internet ? Ça, c'est l'aspect purement professionnalisant et l'aspect professionnel de notre profession. Maintenant,
il y a un autre aspect qui est l'aspect économique. Et aujourd'hui, on ne peut pas nier que si on interdit en France la vente sur Internet, la mondialisation veut que demain, on va acheter ses lentilles de contact au Luxembourg, on va acheter ses lunettes sur Internet, sur un site espagnol ou italien. Bon, je veux dire... Donc votre proposition concrète, c'est l'interdiction ou l'encadrement de la vente sur Internet ? L'encadrement, bien entendu. L'encadrement qui prendrait quelle forme ? Alors, l'encadrement, c'est qu'il y ait un contrôle sur les compétences des ventes, qu'il y ait une surveillance sur la qualité des produits, qu'il y ait bien entendu un diplômé qui soit responsable des ventes sur Internet, ce qui n'empêche que fondamentalement, moi, personnellement, je suis opposé à ce type de pratique parce qu'il n'y a pas ce contact essentiel avec le patient-client où on doit vraiment faire un travail sur la personne. Alors vendre par Internet, personnellement, je m'y oppose. Maintenant, comme d'habitude, nous pensons que nos adhérents sont des adultes, des professionnels adultes et responsables. Chacun fait ce qu'il voudra. Et le jeu de la concurrence, surtout au niveau international, là, est indéniable et on ne pourra pas l'éviter. Merci Philippe. Alain, quel est le programme de la FNOF et les actions que vous prévoyez par rapport à ce thème ? En matière de vente, moi je dis c'est une question politique, c'est une question de responsabilité, c'est une question de courage politique. A-t-on le courage politique d'encadrer ou d'interdire la vente de certains produits ? C'est-à-dire que le ministre, Madame la ministre, a les solutions, elle a les textes de loi, elle a le principe d'opposition qui est dans le traité de Rome, qui fait que quand on s'oppose à quelque chose, à l'application d'une directive, on doit le motiver et on doit avoir une réponse qui doit être proportionnelle. C'est le problème de la proportionnalité dans les réponses. Il y a possibilité donc d'interdire, comme c'est le cas en Italie par exemple, sur certains produits, d'encadrer et de légiférer. Après, est-ce que la profession est vraiment unie derrière ça ? Ça me pose des problèmes parce que je ne parle pas des sites qui se créent, je parle simplement de la chose suivante. Dernièrement, vous avez, dans vos colonnes, annoncé qu'un grand groupe financier mettait 2 millions d'euros dans un site Internet. Oui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la valorisation de ces sites Internet est excessivement surfaite. Et il faut savoir aujourd'hui qu'en Europe, il y a des levées de fonds massives, excessivement importantes, de la part d'opérateurs qui pour la plupart sont des assureurs, pour acheter des licences Internet. Donc, vous voyez mon raisonnement, je reboucle sur la question précédente. Oui, donc en fait, les propositions concrètes de la FNOF par rapport à Internet, vous plaidez pour une interdiction entière, pour un encadrement ? Anne-Sophie, je plaide pour que Madame la Ministre prenne ses responsabilités. Ce n'est pas la FNOF qui doit dicter la politique de santé publique de ce pays. Il y a une constitution, dans le préambule, c'est le président de la République qui assure, c'est son devoir, la garantie, l'accès aux soins et la sécurité. Donc j'attends de ma ministre qu'elle prenne ses décisions. Si elle considère, si Madame la Ministre et le gouvernement, puisqu'en ce moment c'est à Matignon auprès du secrétariat de Monsieur François Fillon, s'ils considèrent qu'on peut libérer la vente sur Internet, alors ils assumeront les conséquences sanitaires, sociales, etc. de cela. Merci C'est Alain. pas à moi de faire ça. Monsieur Marinacci, la position du SNO sur la vente sur Internet ? Pour moi, la vente sur Internet, elle est devenue totalement inexorable, de toute manière, puisque il faut vivre avec son temps. Maintenant, moi, je voudrais rebondir sur autre chose, c'est-à-dire que la vente sur Internet, on peut se battre tous, chacun de notre côté, si on veut l'empêcher, on l'empêchera pas. C'est dans la logique des choses. Par contre, nous, en tant qu'opticiens, et nous optométristes sur le marché, on peut apporter autre chose que ce qui se passe au niveau d'Internet. C'est-à-dire, on peut se battre sur le côté service de notre profession. Et ça, le client-patient, on l'aura jamais sur Internet. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir se battre, c'est montrer que nous, on apporte quelque chose de plus que si le produit est acheté sur Internet. Et c'est uniquement dans ce domaine-là où on pourra faire la différence et qu'on gardera notre clientèle, bien entendu. Merci voilà. Jean-François. Monsieur Roméas, le synop sur cette question. Alors personnellement, j'ai commencé dans ma première intervention en disant que j'avais fait des recherches sur Internet. Donc je ne vais pas maintenant vous dire Internet, c'est un truc qu'il faut pas utiliser.
Très clairement, je pense qu'elle existe et que c'est un système du 21e siècle, que s'opposer et de dire il faut l'interdire, pour moi, est une aberration. Mais surtout, je reviens à ce qui a été dit précédemment, c'est au ministre de prendre ses décisions, c'est pas à nous de les prendre. Nous estimons que elle doit être, j'ai senti dans vos questions que vous voulez des choses claires et rapides. Très concrètes, oui, pour vraiment les opticiens puissent bien comprendre. Nous estimons qu'elle doit être encadrée, c'est-à-dire que nous estimons qu'il faut un passage obligatoire chez l'opticien, à un moment ou à un autre. Et nous estimons aussi que ce n'est pas en réclamant des interdictions, des choses comme ça, qu'on obtiendra gain de cause, mais c'est peut-être qu'en y allant nous-mêmes, en développant nous-mêmes ce type de vente, mais dans des conditions qui nous semblent être sérieuses, avec passage obligatoire chez l'opticien, un certain nombre de contrôles, etc., peut-être qu'on finira par couper ce marché et qu'on l'empêchera de partir dans tous les sens. C'est assumons-nous que la profession prenne conscience que la vente sur Internet, c'est inexorable, et qu'on y aille dessus et qu'on se l'auto-réglemente nous-mêmes. Parce que toute réglementation franco-française n'empêchera pas les Américains et autres d'y venir. Merci Christian. Monsieur Saulnier, oui, la position de l'UDO. Oui, l'UDO considère que la vente à distance n'est plus un phénomène émergent et doit s'appliquer aussi à certains produits d'optique. Soucieux d'accompagner cette évolution inéluctable, plutôt que de la subir, nous l'avions déjà inscrite également en 2008 dans notre projet. Il me semble utile de rappeler que nous sommes partis d'un double constat. Quoi qu'on puisse en dire, la forme de vente n'est pas prohibée sur Internet. Il y a une note du ministère de la Santé qui doit remonter à mai 2006 qui précisait, et qui n'a pas eu grand écho dans la profession, c'est peut-être dommage, et qui disait que la vente des lentilles sur Internet n'était pas illégale à partir du moment où elle était faite sous le contrôle d'un opticien. Ça, c'est un point. Le deuxième, sur un point, je dirais, économique, ce qui semblait marginal il y a quelque temps est amené à se développer et notre professionnalisme n'empêchera pas le consommateur d'aller acheter sur Internet. Devions-nous aussi accepter de perdre, nous Français, des parts de marché pour favoriser des sites étrangers qui n'étaient même pas placés sous la responsabilité de professionnels qualifiés? Cela étant, cette vente doit évidemment se faire dans le respect de la loi et placée sous le contrôle d'un opticien. Mais plus encore, nous devons, en l'absence de contact direct entre le client et l'opticien, trouver des dispositifs techniques et juridiques permettant aux opticiens français qui vendront des produits d'offrir une sécurité aux consommateurs. Merci Henri. Alors, nous allons évoquer la dernière thématique de cette émission, à savoir le nombre de diplômés qui augmente chaque année. En 2010, il y a encore eu 2139 jeunes qui ont obtenu leur BTS-OL. C'est une croissance exponentielle qui génère donc une baisse des salaires et une augmentation du nombre de points de vente. Henri, quelles sont vos propositions sur ce point ? Écoutez, moi, un petit constat, c'est que notre profession a été décrite comme attractive et pour l'intérêt que nous lui portons tous, bien entendu, mais aussi parce qu'elle est supposée facilement lucrative et en plus avec de courtes études. Ainsi, les points de vente se sont développés tout en conservant une bonne rentabilité par rapport à certaines autres professions et intéressant donc de plus en plus de personnes sachant que la formation était courte. Et tout semblait réuni pour favoriser le développement du business des écoles privées. À ma connaissance, il y a peu de freins possibles pour limiter la sortie des diplômés et de limiter donc les ouvertures d'écoles. Par contre, il faudrait peut-être favoriser le développement des écoles publiques et des écoles privées sous contrat, puisque ces dernières résultent d'une politique commune, rectorat, région. Et il est beaucoup plus, je dirais, réaliste de rappeler que cette régulation se fera par le marché et par l'amélioration de l'offre, et notamment par l'évolution de notre profession vers l'opticien optométriste avec une formation plus longue et plus approfondie. Merci Monsieur Roméas. Par rapport à l'augmentation du nombre de diplômés, la position du SINOP.
Nous, ce qui nous gêne beaucoup dans tout ça, c'est qu'effectivement, il y a trop de diplômés, mais au-delà du trop de diplômés, plutôt que de dire il faudrait réduire le nombre, nous, on aimerait bien qu'on parle un peu de qualité. Pour nous, c'est plus un problème qualitatif qu'un problème quantitatif. Il y a trop de diplômés et moi, je côtoie tous les jours des opticiens qui me disent « je cherche du personnel, j'en trouve pas ». Vous parlez de la qualité de la formation initiale. Exactement. C'est un problème qualitatif, c'est pas un problème de quantité. Aujourd'hui, le diplôme d'opticien est tombé tellement bas, excusez-moi pour les jeunes diplômés qui seraient peut-être là, il y a plus aucune reconnaissance dans la vie active de ces gens-là, à part quelques-uns qui décident de faire des formations complémentaires, mais je parle du jeune sorti avec son BTS. Nous souhaiterions que ce diplôme remonte et je crois que tous nous sommes d'accord là-dessus, que tous nous travaillons vers une évolution du BTS parce qu'aujourd'hui le nombre de diplômés c'est maîtrisé par l'éducation nationale, c'est pas nous. Tous les syndicats se font critiquer en disant mais qu'est-ce que vous faites pour qu'il y ait moins de diplômés ? On fait rien, c'est pas nous qui en décidons. Voilà. Merci beaucoup. Mais ce qu'on voudrait, et je crois qu'on est tous d'accord, faisons évoluer le niveau de ce diplôme et vous verrez que naturellement, il y en aura beaucoup moins. C'est tout. Merci. Monsieur Marinacci, le SNO, sur la question du nombre de diplômés. C'est un peu la même position que Monsieur Saulnier, c'est-à-dire que nous, on milite pour une évolution de la formation jusqu'au niveau master, pour pouvoir vraiment améliorer au niveau qualitatif la formation des opticiens. Et ainsi déterminer un nombre d'opticiens plus qualifiés au niveau de notre territoire. Maintenant, concernant le nombre de diplômés, je pense que on fait tous le même constat. On n'a aucun effet sur ce côté-là de notre profession. Donc, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de plus pour limiter le nombre de diplômés. Ça, c'est clair. Alain Gerbel, quel est le programme de la FNOF sur cette question ? Je vous dis simplement une chose. Nous avons les 3 niveaux de formation. La formation par apprentissage, la formation par professionnalisation, qui sont des formations donc continues, et la formation initiale. Si on prend les chiffres du BTS de l'an dernier, on s'aperçoit que par la formation sur 2100 et quelques diplômés, 2139. Voilà. Sur la formation initiale, c'est-à-dire la formation continue, c'est-à-dire professionnelle et apprentissage, il y a eu pratiquement pas tout à fait 500 candidats reçus. Donc là, vous parlez des formations en alternance. Ouais, sur 2100, 500. Ces 500, c'est nous. C'est nous, opticiens, qui les avons formés. Donc c'est nous qui sommes responsables de 500 formations sur 2000. Nous sommes responsables parce que beaucoup d'entre nous croient à cette façon de former les gens. D'autres pensent, de manière plus prosaïque, que c'est une méthode de management et que c'est un moyen de baisser sa masse salariale. 500 sur 2000, on doit pouvoir faire quelque chose. Après, sur le niveau de formation, j'ai un peu plus de 50 ans. Christian est beaucoup plus âgé que moi. Et nous avons des enfants, Christian, toi et moi. Nous n'avons pas fait des imbéciles. Enfin, je ne crois pas. Et donc, je ne crois pas que les jeunes qui sortent aujourd'hui soient des imbéciles ou des idiots. Et je me refuse à parler de niveau de formation, de niveau d'enseignement. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque le plus, c'est de la maturité. Nous, on a eu la chance de pouvoir travailler avec des patrons, de pouvoir travailler avec des grands messieurs de l'optique. Donc, on a eu des maîtres. Peut-être, Christian, Henri, nous n'avons pas su être ces maîtres et nous n'avons peut-être pas su transmettre notre passion et notre savoir. Donc, les jugements de valeur, ça ne m'intéresse pas. Moi, je pense que nos enfants, nos jeunes, ne sont pas plus bêtes que nous. Qu'ils soient moins nombreux, oui, par le nombre. Mais quand nous étions dans 4 écoles d'optique, nous étions 300 et qu'il y avait 40% qui étaient nos enfants, aujourd'hui, dans 98 écoles, il y a 4000 gosses. Bon, je veux bien qu'on ait fait beaucoup d'enfants, mais c'est normal qu'on ait ce chiffre. Merci Monsieur Gerbel. Dernière intervention de cette émission, celle de Philippe Verpletz à propos de l'augmentation du nombre de diplômés. Alors, au niveau de l'augmentation du nombre de diplômés, nous avons depuis
1974, toujours demandé à ce que le niveau de la formation... Parlez bien près du micro, s'il vous plaît. Nous avons toujours demandé à ce que le niveau de formation soit élevé. Donc nous avons fait à l'époque, donc il y a plus de 30 ans, une demande pour passer à un diplôme d'opticien qui soit d'un niveau Bac+3. Puisque, bon, sans rentrer dans les détails, la formation des opticiens passe par les lycées. Et c'était impossible de passer à un niveau de formation. Bon, les choses ont évolué. Heureusement, il a fallu 30 ans. Comme d'habitude, en France, les choses sont toujours très rapides. Au bout de 30 ans, maintenant, on commence à pointer à voir pointer une volonté de formation qui s'élève à un niveau Bac+3, donc qui se met dans le cursus LMD européen. Donc, c'est un point positif. Parallèlement, depuis plus de 20 ans maintenant, nous, à OF, nous avons solliciter différents cursus de formation, que ce soit au niveau universitaire ou au niveau centre d'enseignement divers, de manière à tirer toujours la profession vers le haut, vers plus de connaissances et plus de compétences. Je pense en particulier au niveau de l'optométrie, de l'optique de contact, et ensuite à un niveau encore plus élevé, qui est le dépistage en santé oculaire, qui a été évoqué hier. Donc, nous avons bien un circuit LMD, licence, master et le doctorat qui viendra par la suite. Donc, nous sommes tout à fait sur le cursus. Donc, augmenter le niveau limitera automatiquement le nombre de professionnels, le nombre de points de vente et permettra de revaloriser les salaires. Ça, c'est pour répondre directement à la question. Deuxième point qui me semble important, c'est que la France fait partie de l'Union européenne. On sait que la plupart des pays de l'Union européenne, plus quelques autres, je pense à la Suisse en particulier, font partie de l'ECO, le Conseil européen des opticiens et des optométristes. Or, l'ECO a mis en place un diplôme qui s'appelle le diplôme européen. Le diplôme européen correspond exactement à ce schéma LMD. La première partie, la partie A, correspond à peu près au niveau de notre BTS. La partie B, au niveau licence, optométrie et optique de contact. Et la partie C, santé oculaire. Pourquoi ne pas saisir cette opportunité pour tirer le niveau vers le haut ? Et merci à tous, messieurs, d'avoir exposé clairement votre programme à nos internautes et aux opticiens ici présents sur ce Silmo. Ils savent désormais où vous voulez les amener, puisque compte tenu des enjeux, l'heure est à la mobilisation syndicale et vous pourrez donc adhérer en toute connaissance de cause. Je vous remercie de votre attention. À très vite sur Acuité TV.